le travail que ID Insight a fait avec la Fondation Sanadi pour évaluer l'approche de soutien scolaire Teaching at the Right Level et notamment son impact sur les dynamiques de genre et les stéréotypes de genre des enseignants. Je laisse Catalina Je laisse la parole à Catalina qui va vous présenter un peu plus en détail ce qu'on a fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on y répondra à la fin. Voilà, merci. Merci Claire, merci les personnes qui sont présentes. Donc pour aujourd'hui, on va commencer je vais pour introduire le contexte de l'étude. Après, on va expliquer plutôt l'approche du TARL qui était adaptée au contexte marocain. Euh, Après, on va expliquer un peu la méthodologie de cette évaluation d'impact au général et surtout dans la question des recherches concernant les dynamiques de genre. Et on va expliquer les développements des tests d'association dans implicite IAT, comment est-ce qu'on a conçu. On passera à expliquer les résultats et finalement, on verra les implications pour la politique publique, surtout dans les secondaires, au primaire au Maroc. Donc, ici, c'est Catalina Salas, je suis manager à ID Insight et Claire, économiste chez ID Insight. Donc, en termes de contexte et la situation au Maroc, il y a un problème très grave au niveau de l'éducation au Maroc, avec des données qui montrent qu'il y a un niveau d'éducation très faible dans les enfants et les élèves au Maroc, avec des notes très bas et qui nous dit que, par exemple, même après 3 ans de scolarité, les enfants sont incapables de lire un texte ou de faire des opérations mathématiques de base. Donc, par exemple, 30% des élèves du système public ne maîtrisent pas les programmes à la fin de primaire et ça baisse à 10% des élèves à la fin du collège. Donc, pour cette situation, l'initiative nationale pour le développement humain, l'INDH, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport au Maroc, ont testé différentes solutions pour faire face à ces défis et renforcer la capacité de base des élèves. Donc, l'INDH a choisi comme partenaire la Fondation Sanadi comme un acteur clé de l'éducation, del secteur de l'éducation qui va mettre en place l'approche à tester. Tu peux passer? Oui. Approchez vos ventes. On se voit pas. Je vois. Attends. Ah, pardon, attendez, on a un problème de connexion apparemment. Non, je vois. Voilà. Ah, Peut-être que c'est moi. toujours? Ah non. Ah, toujours. D'accord. Donc, cette approche de celle qu'on parle, c'est Teaching at the Right Level. C'est une approche innovante pour renforcer les compétences de base des élèves qui se focalise normalement dans les fondamentaux des compétences des enfants. Pas seulement dans les curriculums standards de classe, mais aller voir les fondamentaux s'ils sont clairs. Et l'hypothèse, c'est que l'enfant peut développer plus de compétences à l'avenir. Et donc, pour l'année 2022-2023, en collaboration avec l'INDH et le ministère de l'Éducation, on a fait une évaluation des processus pour voir si cette méthode était possible d'être implémentée au Maroc et voir comment on pourrait passer à faire une évaluation d'impact. On a trouvé des résultats positifs, ce qui nous a dit que c'était bien et important de faire une évaluation d'impact pour mesurer les impacts de ces approches. Donc,
Pour cette situation, comme on a bien mentionné, c'est la Fondation Sanadi qui a été choisie pour mettre en place l'approche TARL. La Fondation Sanadi est une association marocaine engagée pour les résultats scolaires des élèves au Maroc. Ils ont commencé leur travail depuis 2009 et ils se reposent dans des programmes de rémunération scolaire en dehors des classes et ils se centrent surtout dans les élèves et les compétences des élèves. Ils ont choisi, ils sont en train de, pour l'année 2023-2024, ils ont pris l'approche TARL en partie du programme. Ils continuent à faire encore suivre les curricula des écoles et ils ont aussi une partie d'engagement avec la communauté qui leur trouve très important pour mettre en place son programme. Et donc, l'approche TARL adaptée au contexte marocain. Et comme on vient de dire, il y a deux programmes. Il y a les programmes de Sanadi classique qui s'étaient implémentés par la Fondation Sanadi avant de mettre en place l'approche TARL. Cette approche, c'est plutôt dans un environnement traditionnel, un pédagogique plutôt passif, et donc, où les enfants sont organisés par âge et par classe comme on peut voir dans les tableaux, de troisième jusqu'à sixième année, dans différents types de sujets. Dans ces cas, un prof a environ des 40 élèves et il suit les sujets des curriculum de l'école et fait un renforcement, un soutien aux élèves. Quand on parle de table, on parle dans une situation où les enfants sont organisés en fonction de leur niveau réel d'apprentissage. Donc, ils passent un test de compétences pour savoir dans quel niveau il peut être maître. Et en ce cas, il y a un peu aussi environ de 40 enfants, mais ils sont organisés dans le maximum un ou deux groupes. Il y a beaucoup d'activités, il y a un matériel qui s'est dédié pour les activités de table et c'est une approche plutôt dynamique et ludique. Mhm. Et donc, pour évaluer l'impact du programme TARL par rapport à l'approche traditionnelle, on va tester que ces deux approches, un par rapport à l'autre, et voir quelle serait la meilleure approche pour mettre à l'échelle. Et c'est dans cette euh, vision on a proposer une évaluation d'impact. Et l'idée, c'est de renforcer les preuves rigoureuses de l'impact de l'approche TARL qui est implémentée dans plusieurs pays. Mais comme on sait, dans une évaluation d'impact, les résultats normalement restent internes. Donc, il faut savoir qu'il faut adapter et trouver des preuves rigoureuses pour les contextes dans ces cas-là marocains qui peuvent changer. Par exemple, les sujets sont différents, la langue est différente. Donc, on trouve des preuves pour les contextes marocains. On a aussi pouvoir comparer l'impact et les coûts des deux approches. Donc, on fait un exercice pour recueillir les données des coûts. Et après, on informe la décision aux autres ONG, autres programmes et surtout pour la politique publique du Maroc au niveau primaire. Pour la méthodologie, et ici, je vais exposer les trois questions de recherche qui comprennent cette évaluation d'impact. Mais pour cette présentation, c'est important que c'est surtout la troisième question de recherche qu'on va attaquer. Donc, la première question de recherche, c'est l'approche d'État est-elle plus rentable que l'approche classique de la Fondation Sanadi pour améliorer les compétences de base des élèves? Et ici, on part surtout les résultats scolaires des enfants. En deuxième, la portage améliore-t-elle les résultats scolaires des enfants qui ne bénéficient pas? Donc, ici, on va les externalités des programmes. On ne voit pas seulement les étudiants qui étaient bénéficiés, soit par le programme TARL, soit pour le programme des années classiques, mais on voit à l'ensemble s'il y a des externalités dans les salles de courses, parce que, comme on vient de dire, c'est dehors les classes qui ce programme se passe.
Et finalement, on se focalise sur les genres. Donc, l'approche TARL modifie-t-elle les dynamiques des genres dans les classes et les stéréotypes des genres des enseignants à l'égard des élèves? Donc, ici, on veut voir si, après cette méthodologie et la pédagogie, que c'est plus ludique, qui mélange plus les garçons et les filles, ça va changer les stéréotypes des enseignants à l'égard des élèves. Donc, pour pouvoir trouver une, une mesure, on a fait un essai contre les randomisés. C'est comme ça qu'on peut dire qu'on réussit à avoir une évidence rigoureuse, dans ce cas, une évaluation d'impact rigoureuse, où on a randomisé au niveau des écoles et au niveau des enfants. Et donc, on peut savoir si les résultats qu'on trouve, c'est par rapport à l'approche TARL des groupes A ou à l'approche des analyses classiques des groupes B. Et donc, on a choisi, comme je disais, on a choisi 60 écoles qui participent à l'étude. C'est, c'était la méthodologie. Et 30 écoles pour le groupe A, 30 écoles pour le groupe B. Après, des 30 écoles qui s'étaient choisies à la fin de l'étude, on a eu 23 pour le groupe A et 21 pour le groupe B. Mais la méthodologie est partie des 30 écoles pour chaque approche. Et comment on avait passé une évaluation des processus dans l'année 2022 et 2023, on s'assurait qu'aucune de ces écoles faisait partie de cette évaluation d'impact. Et aussi, c'est important de dire que pour toutes les écoles, c'était géré par la Fondation Sanadi, mais c'est les premières années qu'ils ont honoré recevoir soit une approche ou l'autre. Ils s'étaient pas habitués à Sanadi classique. Comme ça, on sait que notre évidence, c'est surtout pour ces saisons qui allaient se passer pendant l'année 2023-2024. Et, normalement, on avait prévu d'avoir un groupe de contrôle pur, le groupe C, mais malheureusement, il y avait une situation de grève des enseignants au Maroc à la fin de l'année 2022, ce qui nous a empêché désolé, ce qui nous a empêché de faire de la collecte des données pour les groupes de contrôle C. Et à la fin, on a décidé de rester dans les groupes A et B, car on voulait chercher l'évidence de l'impact entre une approche et l'autre et n'avoir pas un groupe de contrôle C, ça pose pas un problème pour pouvoir donner d'informations par rapport à ces deux programmes. Donc, c'est très important de différencier entre les bénéficiaires du programme et les participants au programme. Dans ce cas, les écoles de groupe A qui ont reçu l'approche TARL ont passé un test ACER et qui classifie les étudiants par rapport à leur niveau. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé qui faisait partie à chaque catégorie. Par rapport à les écoles des groupes classiques, ils ont utilisé les critères standards qui est lié en moyenne inférieure ou égale à 6 sur 10. Et c'est cette lettre qui ont reçu les soutiens Sanadi. Par contre, ce qui s'est parti de l'étude, c'était les élèves choisis aléatoirement dans les groupes de contrôle, dans les groupes de A ou les groupes B, et peut passer que l'élève recevait ou non les soutiens scolaires. Comme ça, on peut donner l'évidence et prendre des décisions au niveau des écoles et pour notre partenaire tel que les INDH. Et ici, pour la troisième question de recherche, on pense que cette question étudie la manière dont les programmes TAC pourraient modifier la dynamique des gens. Donc, comme je vous avais mentionné, l'hypothèse, c'est que ce programme a une pédagogie qui aide à les partages et la satisfaction, que les élèves sont plus à l'aise à participer
dans les activités, soit des filles, soit des garçons. Donc, même si c'était pas conçu comme un programme qui est focalisé dans les genres, nous pensons qu'avec cette approche, il pourrait avoir un effet sur les dynamiques de genre. Donc, c'est dans cette hypothèse qu'on a choisi de agréger une question de recherche pour voir si les stéréotypes de genre étaient affectés par l'approche d'Arles. Donc, pour faire un récapitulatif, la première et la troisième question font partie de notre essai contrôlé randomisé. Et la question 2, pour la question 2, on propose une double différence. Et pour les outils de collecte des données, donc les ACER, c'est un test que l'association Pratam, qui est le lead euh, de l'approche TARL, utilise pour catégoriser les enfants. Et donc, on a décidé d'utiliser ce test ACER, mais on a fait des changements pour aller enrichir les niveaux, des niveaux et pouvoir mesurer avec plus de précision les résultats d'apprentissage. Et cela, on l'appelle les ACER étendus. Après, pour les questions de genre, surtout, on utilise les tests d'association implicite. On a utilisé deux tests dans cette situation, genre et science et genre et comportement. Et finalement, une grille d'observation qu'on a élaborée au sens de ID Insight en faisant un groupe de discussion, pardon, en prenant différents grilles qui s'utilisent pour voir comment c'est la dynamique dans les classes. Et donc, pour mesurer, il y a les tests d'association de genre et sciences. Donc, celle-là, c'est une version déjà utilisée pour plusieurs chercheurs dans le monde pour différents types de biais, pas seulement de genre, mais cette genre et sciences, c'est conçu spécifiquement pour les stéréotypes de genre et dans des conceptions telles que les filles sont moins bonnes en mathématiques. Donc, ils font la liaison entre genre et science et on a adapté avec SORB et CTO, mais c'était une version en ligne. Par contre, les tests d'association genre et comportement, c'était développé au sens de ID Insight avec des groupes de discussion. Et ici, on voulait chercher surtout euh, les comportements que les enseignants et les stéréotypes que les enseignants peut avoir à l'égard des élèves. Donc, par exemple, une fille est plus respectueuse qu'un garçon. Et qu'est-ce que c'est un test d'association implicite? Donc, les tests d'association implicite cherchent à mesurer cette stéréotype implicite que c'est pas, qu'on n'est pas, c'est bien qu'on n'est pas au courant qu'on peut avoir et que c'est pas direct, mais que peut être implicite, et, comme le texte le dit, et dans notre pensée. Donc, ici, les tests comprennent 7 sections où il y a une catégorie que, comme vous voyez, il y a histoire, par exemple, il faut faire la liaison entre histoire et la catégorie des arts libéraux. Mais on peut avoir mathématiques en haut et il faudrait l'allier dans la catégorie sciences. On fait cet exercice, on fait plusieurs exercices pour faire des différentes catégories arts et sciences et après les genres filles et garçons. Et finalement, on passe à faire la combinaison des deux. Et en termes de l'art, et, ok, combien de temps nous prend pour associer les mots avec un côté ou l'autre, on voit s'il pourrait avoir un biais par rapport à une telle catégorie. Donc, de cette section, on utilise pas toutes les sections, on entraîne la personne et enfin, un entraînement et après on prend les données qui vont nous donner la mesure. Et donc, comme nous avons dit, pour pouvoir créer cet outil, on a passé des groupes de discussion et dans des écoles de la Fondation Sanadi, qui suivaient soit les programmes TARL, soit les programmes classiques, et qui comprenaient des groupes d'enseignants hommes, 5 hommes
et trois enseignants femmes. Et on a fait un questionnaire, une conversation pour voir quel comportement, quel stéréotype était plus connu, qui était plus familiarisé avec eux. Et on a identifié des mots-clés pour pouvoir construire cet outil. Donc, ici, on a les tableaux. On a utilisé des prénoms euh, très usuels dans les contextes marocains pour des filles et des garçons tels que Mohamed, Myriam, Jasmine. Et pour les mots et les catégories, on a décidé de discipline et indiscipline d'après les analyses de cette groupe de discussion. Et après, on a créé ces différents mots qui font partie de chaque catégorie. Je donne la parole à Claire qui va nous expliquer les analyses et les résultats. Merci, Catalina. Euh, donc, comme Catalina vous l'a dit, on a utilisé deux outils pour répondre à cette question de recherche autour du genre et de comment TAR modifie les dynamiques de genre dans les classes et les stéréotypes des enseignants. Et l'un de ces outils, c'était donc une grille d'observation qu'on a utilisée pour observer les dynamiques de genre dans les classes. Et en fait, pour chaque type d'action que les élèves pouvaient faire pendant une session, les enquêteurs devaient noter le nombre de fois où chaque élève faisait une action et le genre de l'élève. Donc, par exemple, ici, les enquêteurs nous ont dit, on recensait les élèves qui participaient à la préparation des séances. Euh, donc, on voit que la participation à la préparation des séances est plus élevée pour les sessions TAR que pour les sessions Samadhi classiques. Donc, c'est logique. C'est ce à quoi on s'attendait parce que l'approche TAR, c'est une approche plus participative. Et puis, on voit que même si les différences sont plutôt faibles, mais quand même, on voit que la dynamique est inverse entre les sessions TAR et les sessions Samadhi classiques. Dans les sessions TAR, c'est les garçons qui participent plus à la préparation des séances que les filles, alors que dans les séances Samadhi classiques, c'est l'inverse, c'est les filles qui participent plus à la préparation des séances. Et ça rejoint un peu les stéréotypes de genre autour de les filles sont plus, plus enclines à aider les enseignantes, à aider à préparer les, le matériel. Et donc, on voit que ça peut potentiellement changer cette dynamique. Euh, Au total, donc on a mesuré plusieurs indicateurs des différentes activités qui se passaient dans les classes. Et ce qu'on a trouvé, c'est que donc les garçons se portent de manière générale plus volontaires pour aider à préparer les activités et que cette tendance, elle est plus marquée dans le programme TAR. Euh, donc ça, c'est sur la base du volontariat, mais quand on regarde à qui les enseignants demandent en priorité d'aider à la préparation, ils demandent légèrement plus aux garçons. Quand on regarde qui pratique des activités devant l'ensemble de la classe, donc qui donne l'exemple à ses camarades de ce qu'il faut faire pendant l'activité, on trouve que les garçons se montrent plus volontaires que les filles dans le programme Sanadi et qui sont un peu plus souvent désignés pour pratiquer devant la classe que les filles. Donc ça rejoint un peu le stéréotype selon lequel les filles sont plus discrètes et les garçons aiment se mettre en avant et sont moins timides. Et quand on regarde le comportement, ce qu'on a regardé, c'était surtout les interruptions. Est-ce que les garçons interrompent plus les filles ou interrompent plus les garçons? Est-ce que les filles interrompent autant les garçons que les filles? Ce genre de questions. On connaît, je pense, tous le mansrupting, qui est un
interne selon lequel les hommes tendent à souvent interrompre les femmes quand elles parlent. Donc, on voulait voir si c'était le cas aussi dans les classes. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a plus d'interruptions pendant les sessions tard que pendant les sessions Sanadi. Ça aussi, c'est un résultat attendu parce que les sessions tard sont beaucoup plus dynamiques et participatives que les sessions Sanadi. Les sessions tard, elles sont aussi plus orientées autour d'activités ludiques que les sessions Sanadi qui sont plus classiques et plus passives. On voit que les garçons sont ceux qui interrompent le plus leurs camarades, mais surtout les autres garçons et pas nécessairement les filles. Euh, mais dans le tas, on a l'impression, enfin on a vu que les garçons tendaient à interrompre les filles un peu plus que dans Sanadi. Donc on a relevé des différences plutôt minimes dans les dynamiques de genre entre les deux modèles de cours de soutien scolaire. On ne peut pas affirmer avec précision en plus si ces différences elles sont réellement liées au programme ou au genre de l'enseignant parce que même si les écoles dans lesquelles on a visité les classes ont été sélectionnées aléatoirement et attribuées aléatoirement au groupe TAR ou au groupe Sanadi, ensuite les sessions qu'on observait, on les a pas sélectionnées aléatoirement mais sur la base de critères logistiques qui accompagnaient la collecte de données pour mesurer l'impact de TARL sur les connaissances des élèves. Donc, on a un déséquilibre, en fait, entre la représentation des hommes et des femmes qu'on a observé dans les écoles TARL et dans les écoles Sanadi. Et on observe le même type de différence entre enseignants hommes et enseignants femmes que entre séance TARL et séance Sanadi. Donc, ce qu'on trouve, on ne peut pas forcément affirmer avec certitude que les petites différences qu'on trouve, elles sont liées aux différents programmes. Euh, mais quand même, on observe que les filles se portent moins souvent volontaires que les garçons pour préparer le matériel des séances tard, mais plus souvent volontaires que les garçons pour ranger à la fin. Et elles sont un peu plus volontaires pour pratiquer les activités devant l'ensemble de la classe pendant les séances tard. Et elles sont un peu moins disciplinées aussi pendant les séances tard parce qu'elles participent davantage sans lever la main. Euh, donc, on a une petite intuition que la pédagogie plus ludique de TAR permet au filles d'être un peu moins dans la retenue que pendant les séances d'analyse, même si certaines de ces différences de comportement pourraient seulement être dues au genre de l'enseignant et pas que au programme scolaire. Mais si les programmes scolaires sont à l'origine de ces différences de genre, alors ce qu'on a imaginé, c'est que peut-être que le changement de comportement des filles pendant tard ou pendant les séances tard allait modifier les stéréotypes des enseignants, les stéréotypes de genre des enseignants envers leurs élèves. Et donc c'est pour ça qu'on a construit les Implicit Association Tests, dont Catalina vous a parlé. Euh, donc Ces tests d'association implicite, ils sont assez innovants dans le milieu de la recherche. Ils ont été rarement utilisés, plutôt rarement utilisés, et donc il faut encore démontrer leur fiabilité et leur validité, leur capacité en fait à mesurer les stéréotypes des enseignants. Donc, ce qu'on a fait pour étudier la validité des tests, s'assurer qu'ils mesurent ce qu'ils doivent mesurer, c'est qu'on a regardé la corrélation entre les stéréotypes, la mesure des stéréotypes implicites qu'on collectait grâce aux IAT et la mesure de stéréotypes explicites qu'on collectait à travers des questions plus directes, comme par exemple, vous remarquez que les filles a des difficultés en mathématiques parce qu'elle n'essaye pas vraiment de faire des efforts. Comment est-ce que vous réagissez? Donc, on demande ça directement aux enseignants. Et on remarque que les enseignants qui nous disent qu'ils trouvent que c'est très prévisible qu'une fille ait des difficultés en mathématiques, ce sont ceux qui ont un score à l'IAT genre et sciences le plus élevé. Donc,
on observe bien une corrélation entre stéréotypes implicites et stéréotypes explicites, donc c'est rassurant pour la validité des données collectées à travers l'IAT. On a aussi utilisé un cranback alpha qui sert à tester la fiabilité des IAT. Donc ce test, il indique que les différentes composantes du test d'association implicite sont bien corrélées entre elles et que en fait le résultat qu'on trouve à l'IAT ne dépend pas principalement que d'un seul ou de quelques composantes. Et généralement, il faut que cette alpha soit supérieure à 0,85 pour qu'on considère que l'outil est fiable. Et nous, on a trouvé des IAT, pardon, des callbacks alpha de 0,94 pour l'IAT genre et sciences et 0,95 pour l'IAT genre et comportement. Donc, les, les outils qu'on a utilisés semblent très fiables. Et puis, une dernière chose, comme vous l'avez dit, Catalina aussi, les tests IAT, ils contiennent plusieurs sections. Et en fonction des sections, les catégories qui sont affichées à droite et à gauche sont différentes. Donc, on a randomisé le côté duquel les catégories s'affichaient en fonction des enseignants. Et on a comparé si les résultats des enseignants dépendaient de l'ordre dans lequel ils passaient le test. Et on a trouvé que c'était pas le cas. Donc, c'est aussi un autre critère de fiabilité des IAT qu'on a utilisés. Et voilà, donc on était rassurés, on a pu analyser les données. Donc, pour mesurer l'impact de TARL sur les stéréotypes de genre des enseignants, on a donc mis en variable dépendante le score de l'enseignant à l'un des IAT. On a fait deux équations. Et puis, on a mis en variable de traitement une variable égale à 1 si l'enseignant est dans une école TARM et 0 sinon. Donc là, quand on regarde les résultats par rapport aux matières, donc est-ce que les enseignants pensent que les filles sont moins bonnes en maths que les garçons ou meilleures en littérature que les garçons? On ne trouve pas d'effet significatif de TARM sur ces stéréotypes, ni pour les enseignants hommes, ni pour les enseignants femmes. Ça suggère que le programme n'a pas modifié les perceptions de genre des enseignants envers les élèves par rapport aux matières. Euh, et en fait, on se dit, il est possible que l'échantillon ici soit trop petit. Comme vous le voyez, on a seulement 84 enseignants au total. Et il est possible qu'en fait, l'échantillon soit trop petit pour qu'on puisse détecter un impact. Pour l'autre IAT, qui concerne donc les stéréotypes liés au comportement, stéréotypes selon lesquels les filles sont plus disciplinées que les garçons, par exemple, cette fois-ci, on trouve que TARL réduit ce stéréotype significativement pour les femmes comme pour les hommes. Et comme je vous l'expliquais pour les observations, en fait, les enseignants qui ont passé l'IAT, on les a pas sélectionnés non plus de manière aléatoire. Donc, on avait des déséquilibres dans l'échantillon entre la part de femmes dans les écoles TARL et la part de femmes dans les écoles Sanadi, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi ajouté une variable pour contrôler si l'enseignant est un homme ou une femme dans notre équation pour capter ce déséquilibre. Et donc, quand on fait ça, on trouve un coefficient significatif de moins 0,12 Discord. Euh, et, ah oui, et aussi, quand on regarde la valeur des coefficients pour les enseignants et pour les enseignantes, on est très proche. On est à moins 0,13 pour les enseignants, moins 0,11 pour les enseignantes. Ici, la p-value, elle est supérieure à 10%, mais c'est parce que l'échantillon est petit qu'on n'arrive pas à détecter l'impact. Donc, ça veut dire qu'en fait, même si c'est pas un objectif premier de TARD,
Ce programme pourrait être un outil utile pour réduire les stéréotypes de genre, et notamment les stéréotypes de genre qui sont liés à la discipline des élèves, en disant que les filles sont plus disciplinées que les garçons. Je rends la parole à Katarina pour les conclusions. Merci Claire. Donc, comme vous avez vu, on a trouvé des différents résultats avec les observations dans la ville d'observation et en utilisant les tests implicites d'association. Donc, en termes de dynamique et comportement observés en classe et des programmes analytiques classiques et du TARL, on trouve des différences minimes dans les dynamiques de genre et comportement. Et donc, on ne peut pas savoir si ces différences sont liées à un programme ou à un genre de l'enseignant. Et quand on voit l'analyse de l'impact des tables sur les stéréotypes des genres des enseignants, ne relève pas d'effets significatifs pour l'association de genre dans les matières. Donc, les tableaux qu'on vient de voir, on trouve pas un effet statistiquement significatif, mais on commence à avoir des pistes de quelle pourrait pouvoir être la tendance. Donc, même si TARL n'était pas conçu comme un programme visé pour les genres, on voit que, par exemple, les stéréotypes des genres associés aux filles à la discipline sont plus faibles dans les programmes TARL que dans les programmes sanadés classiques. Donc, ça commence à nous dire que peut-être en faisant quelques changements dans les programmes, en faire plus d'emphasis dans les perspectives du genre, on pourrait avoir des résultats plus clairs en termes de genre et continuer avec cette lutte pour la qualité des genres au niveau scolaire. Et on est conscient, donc les leçons, on est conscient qu'il y avait des contraintes techniques en termes de méthodologie. Donc, comment ça, c'était pas la question de recherche principale de cette étude. C'était pas partie de la randomisation. Donc, on a bien profité des essais contrôlés randomisés pour collecter les données. Mais dans l'avenir, c'est possible de faire une méthodologie plus appropriée pour ce type de questions de genre. Et donc, on avance de toute façon. Maintenant, on a construit cette IAT pour les comportements. Donc, on pense qu'on peut l'utiliser aussi dans l'avenir. C'était un exercice très enrichissant. Et ça nous a permis aussi de parler avec les écoles, de faire les grilles d'observation, de voir comment les enfants se comportent en classe, comment les enseignants se comportent en classe. Donc, c'était un très bon premier pas pour commencer à faire la recherche en termes de genre. Merci beaucoup. Et maintenant, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser en voix haute ou dans les chats. Bienvenue, Laurel. Mais moi j'en ai une. Enfin, je veux bien réagir. Bon, désolée, j'ai raté le début de la présentation. Mais j'avais une question peut-être un peu plus générique sur les ces questions de perception et donc de ah, de IAT, dont je trouve plus enfin voilà de d'association implicite, pardon. Est-ce que il y a dans la littérature des explications un peu constantes sur pourquoi on a ces associations implicites et comment on peut les faire évoluer? Euh, Dans le sens, est-ce que vous pensez du coup que il était vraiment réaliste de penser que un programme comme celui-là peut vraiment changer ces associations implicites et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a des nudges en plus? Enfin voilà, c'est un peu ça ma question. Comment ces choses-là se constituent et enfin qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'il y a des programmes qui ont montré de manière efficace qu'ils peuvent faire évoluer ces a priori et ces préjugés entre guillemets?
Oui, alors dans le domaine de l'éducation, euh, de ce que je sais, on a été les premiers à les utiliser comme outcome, ces tests d'association implicite. Mais il y a deux papiers qui les utilisent aussi comme outcome dans d'autres contextes. On a un papier en Inde sur comment avoir des femmes leaders dans les villages change les stéréotypes des citoyens vis-à-vis des capacités de leadership des femmes. Et, euh, et donc, apparemment, ça marche déjà d'avoir une plus grande représentation des femmes dans les postes de leadership pour changer ces stéréotypes-là. Et ensuite, il y a eu une autre évaluation par rapport à un programme de, d'amélioration de la sécurité des transports en commun en Colombie, je crois. Euh, et, euh, et je sais plus quel était le stéréotype. Si, le stéréotype mesuré, c'était les femmes doivent rester à la maison et les hommes sont libres de se déplacer dans l'espace public. Et cette campagne de sécurisation des transports en commun a réduit aussi ce stéréotype. Euh, Après, de ce que j'ai lu aussi dans la littérature, c'est assez compliqué de se dire il y a des petits nudges qu'on pourrait mettre en place pour réduire ces stéréotypes, parce qu'il y a pas mal d'expériences qui critiquent un peu l'utilisation des tests, parce que dans certaines expériences, par exemple, on va utiliser des IAT pour mesurer les stéréotypes raciaux, les stéréotypes racistes. Et il y a des expériences qui montrent que si juste avant de passer le test, les participants ils voient des images de Oprah Winfrey ou de Barack Obama, donc des personnes noires qui ont du succès, leurs stéréotypes racistes vont être plus faibles. Et ça, du coup, ça porte un peu à confusion sur la fiabilité de ce genre d'outils et c'est tout un débat qu'il y a dans la littérature. Là, dans le cas de Tarbes, il n'y avait pas un nudge juste avant, et c'est vraiment des nouvelles pratiques, je pense, qui ont été adoptées par les enseignants, des nouveaux comportements qui ont été observés par les enseignants, qui ont fait que leurs stéréotypes ont changé. Mais quand on a commencé à se poser, à définir cette question de recherche, c'était pas à gagner d'avance qu'on trouve des résultats significatif parce qu'effectivement, ça peut paraître loin dans la théorie du changement qu'un programme comme TARL change les stéréotypes. De toute façon, c'est important aussi on avait un échantillon assez réduit parce que, bon, pour les élèves, on était surtout à 1200 élèves, mais pour les enseignants, on était à moins de 200 enseignants. Et du coup, par exemple, il y avait pas mal de profs qui donnaient plus en séance dans son école et dans d'autres écoles. Et on a réussi à enlever un ou deux profs qui faisaient partie des deux approches en même temps. Et pour les deux cas, pour la première question de recherche et pour cette troisième question de recherche. Mais c'est vrai qu'avec un échantillon euh, si petit, c'est plus compliqué de trouver des résultats statistiquement significatifs. Donc, je pense que les pistes, surtout complémentées avec la grille d'observation, c'est très positif et se comprend ce côté qualitatif de la relation, mais il a un chemin pour trouver une évidence encore plus rigoureuse. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ouais, merci beaucoup. C'est super intéressant. J'aimerais bien qu'on puisse faire plus. Oui. Mais maintenant, on a développé un outil clé en main, en tout cas pour le Maroc, parce que c'est des outils qui sont assez contextuels. On peut le réutiliser.
dans plein d'autres projets. Euh, oui, Lorraine, t'as une... Pardon, Oui. juste pour ce groupe et pour même plus loin, si on pense qu'on peut utiliser ces outils-là dans plein d'autres projets, est-ce que ça vaudrait le coup d'en faire quelque chose vraiment comme un public good? Est-ce que c'est quelque chose qu'Ideal Insight serait prêt à partager, faire un blog, non seulement faire un blog dessus, mais aussi avoir un lien vers ces outils-là pour que ce soit utilisé de manière plus large? Oui, c'est prévu. On est en pleine discussion avec Hewlett, parce que c'est eux qui ont financé le développement de ce nouvel IAT. Et donc, c'est prévu qu'un blog sorte bientôt et que le code Service CTO soit disponible en ligne pour tous ceux qui veulent l'utiliser. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, Mhm. merci Ben, beaucoup. Et si jamais il y a d'autres questions, vous pouvez nous écrire, on discute après. merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.